Désolé, mes chers amis, pour cette interruption due à un incident technique indépendant de notre volonté, comme on dit souvent. Nous reprenons donc et nous allons essayer de reprendre un peu du temps perdu. Donc nous allons prolonger, nous n'allons pas pouvoir prendre tout le temps que nous avons perdu, mais nous allons prolonger cette émission de 15 minutes sur l'émission qui vient après Flamq. Alors, Adel Jabbar est avec nous, observateur politique. Brahim Younji, analyste politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Mais avant, le titre de l'émission, Algérie, enfer touristique au paradis. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci Sidi Jamal. Merci. Bon retour. Merci beaucoup. Et malgré les incidents techniques, les aléas du direct. Adel, merci. Que j'aperçois. Merci. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Et pardon pour ces... C'est toujours un plaisir d'être là. Je salue fraternellement Brahim. Et puis un grand bonjour à notre peuple qui va partir en vacances, je l'espère. Eh ben, j'espère. Nous allons écouter d'abord un petit témoignage d'un citoyen qui nous parle de la situation des plages en Algérie. Écoutez-le et je vous donne la parole ensuite pour essayer de parler de ce phénomène, de cet enfer touristique dans ce paradis qu'est l'Algérie. Écoutons ce monsieur. وهذاك الديكور هذاك وهذاك الاخر نعيف اصلا هذاك ما نكذبش عليك ما نحبش السياحه في الجزائر انا من الاخر جيتك من الاخر انا ما نحبش السياحه في الجزائر لانه ما يخلوكش ترونكيل انا نحب لا ناتور نحب نروح نشوف الغابه الخضراء نحب نشوف البحر الزرق نحب نشوف الرمال الذهبيه نحب نشوف منظر ما كاش تلوث بصري ما نشوفش انايا باراسول احمر باراسول خضر قماش واحد داير خيمه واحد داير في قرع حمود يجري بها واحد داير واحد داير كاس واحد داير واسمه قرعه رافد فيها اللوبيا والعدس واحد رافد دلبن واحد ليبيني واحد لا ماشي هكذا هذه ماشي واحد صادم لك بالكلاب. Alors, Brahim Younsi, cet enfer du tourisme en Algérie qui pousse les Algériens à partir en Tunisie, c'est le seul pays où ils peuvent partir. Là, le Maroc, les frontières sont fermées. Tout autour, il n'y a pas de tourisme estival. En face, en Europe, les visas sont devenus quasi impossibles. Au pays, il n'est pas possible de passer des vacances normales. Brahim Younsi, sur ce sujet Pendant l'incident technique, une phrase de Malik Haddad m'était venue à l'esprit. Je l'ai notée. Il disait « L'optimisme s'essouffle, le pouls de l'espérance syncope les impatiences ». Je crois que ça reflète aujourd'hui la réalité algérienne et la réalité du tourisme algérien. Mais auparavant, permettez-moi de rectifier une erreur que j'ai faite il y a quelques semaines. Quand on parlait précisément d'Alger, et que je disais qu'un auteur, et Guy de Maupassant, avait parlé d'Alger comme qu'il avait retrouvé dans Alger le paradis. Je me suis trompé d'auteur. Il s'agit d'Henri de Monterland. Et Henri de Monterland est un écrivain et un homme du XXe siècle. Dans les années 20-30, il disait déjà cela, et le livre s'appelle « Il y a un paradis ». Et ce paradis, c'était Alger. C'est dire qu'aujourd'hui, nous parlons du tourisme, des villes, de grandes villes, attirent aussi le tourisme. La question du tourisme a bien entendu un aspect commercial, financier, etc. Et tout cela exige bien entendu des investissements et des infrastructures. Dans les années 70, même si la politique de l'époque n'était pas une politique orientée vers le tourisme parce qu'on exploitait les richesses, et les richesses pétrolières en particulier, les hydrocarbures, et il y a quand même des rentrées financières assez conséquentes pour le développement économique et social du pays.
on avait tenté des espaces touristiques que vous connaissez tous, que nous connaissons tous, avec les hôtels Pouillon, quasiment toutes les villes touristiques de notre pays, sur les rivages dont vous avez parlé. Nous avons Sidi Ferruche, Moretti, etc. De beaux hôtels, j'en ai connu quelques-uns. Et si on va vers l'est, par exemple vers Seraïdi, il y a un très bel hôtel. Dans le sud, à l'époque, El Golia, El Mnea aujourd'hui, ou Timimoun, Tindouf, la dernière fois en 1976, où j'ai résidé dans l'hôtel Pouillon Tindouf, et cet hôtel était pouilleux. D'abord, il n'y avait pas d'eau, ensuite, les sanitaires étaient bouchés, etc., etc. C'est dire qu'on avait tenté au départ, timidement, un secteur touristique, mais il n'y avait pas de touristes. Le tourisme, il y a un tourisme intérieur. On aurait pu développer en effet un tourisme intérieur, ce qui aurait pu, en tout cas si ça ne rapporte pas des devises étrangères, des dollars et des euros aujourd'hui, ça ferait marcher le commerce, la consommation intérieure, mais fallait-il encore qu'il y ait une production. Et cette production est absente, hélas. Donc la consommation intérieure n'est pas véritablement possible. Brahim Younsi, on se rappelle tous, vous, moi, Adel Jabbar, on se rappelle de ces années 60-70, ce n'était pas l'idéal, ce n'était pas le paradis. Nous avions des plages merveilleuses, moi je me rappelle. La moitié des estivants étaient des touristes étrangers, des coopérants techniques comme on disait, des gens qui venaient. Alors c'était des plages propres, bien tenues, où il y avait des femmes en 2 pièces, des femmes en monokini. On ne voyait pas la saleté qu'il y avait aujourd'hui, on ne voyait pas des égouts débouchés sur la mer à quelques mètres du bord. On ne voyait pas que Chour de lait, comme a dit le jeune tout à l'heure. C'était un tant soit peu acceptable, au point où toute l'Algérie allait dans ces plages, de l'extrême est à l'extrême ouest. Toutes les plages étaient un tant soit peu bien tenues. Qu'est-ce qui a fait que ça a basculé dans l'horreur, dans l'enfer de cette façon? Parce que le peuple a perdu l'espérance, et c'est au pouvoir public. Bien sûr qu'il y a l'incivisme de la population, il faut le dire, mais il y a aussi un pouvoir qui réprime sur beaucoup de plans, y compris d'ailleurs sur le plan des loisirs. Il y a une répression à partir du moment où les jeunes ne trouvent pas du loisir, parce que le loisir aussi, comme le tourisme, est une société. Et c'est là où les questions sociétales se posent. Vous venez de soulever, par exemple, sur les plages, on trouvait des bikinis ou des choses comme cela. Est-ce que la société, et ça c'est fondamental, est-ce que la société algérienne est prête à recevoir, et cette question doit lui être posée, à recevoir le tourisme étranger, le tourisme extérieur, parce que le tourisme étranger apporte bien sûr de l'argent, et beaucoup d'argent. Il y a des pays qui vivent avec le tourisme. En tout cas, les 2 tiers de leur budget vient du tourisme. La Tunisie, le Maroc, et l'Égypte, etc. C'est le tourisme qui les fait globalement vivre. Est-ce que la société algérienne est prête à s'ouvrir et accepter la société que seulement... La société seulement, moi je vous vois venir, la société seulement dans ses valeurs, dans sa perception de la vie, ou alors l'Algérie en tant que tout, ça veut dire avec ses équipements, ou plutôt son manque d'équipement, son manque de sérieux, son improvisation, son bricolage, l'absence d'eau potable, l'absence de sécurité. Évidemment, ouais. Toute société qui s'ouvre au tourisme doit assurer le minimum, que j'allais dire, sur le plan infrastructurel, sur le plan de la sécurité, pour que les touristes soient bien entendu entourés de sécurité, que la population les accueille, qu'en tout cas qu'elle ne les agresse pas, qu'elle ne les vole pas, etc., etc. Donc voilà aussi une société, mais est-ce que sur le plan effectivement du comportement, du mode de vie, des valeurs qu'ils véhiculent, etc., est-ce que la société algérienne est aujourd'hui prête? Elle l'était dans les années
dans les années 60-70 d'ailleurs. La société algérienne, il faut le dire, elle était beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est une évidence. Comme d'autres sociétés commencent à se fermer à ce type de tourisme, à ce tourisme étranger. Bon, il faut absolument développer un tourisme intérieur et puis s'ouvrir, développer un tourisme, j'allais dire presque thématique, parce qu'il y a des sites merveilleux chez nous, dans le sud, dans le nord évidemment, dans l'est et dans l'ouest. Il y a des gens qui veulent visiter le Sahara, il y a beaucoup d'étrangers, j'en connais quelques-uns, notamment des Français, qui se rendent régulièrement dans le sud, notamment à Tamanrasset. Et Tamanrasset, vous le savez aussi bien que moi, que Tamanrasset est devenu infernal, invivable. Néanmoins, pour des raisons souvent religieuses, à cause de Charles de Foucault, etc., il y a beaucoup de touristes étrangers qui s'y rendent. Très bien. Restez avec nous, Brahim Younsi. Adel Jabbar, avant de vous donner la parole, je vais vous faire écouter un témoignage, ou plutôt deux, d'Algériens qui vivent en France ou de binationaux qui rentrent chez eux en Algérie. Vous savez, tout ce problème de transport, les gens ne trouvent pas de billets et ce sont les billets les plus chers au monde. Les billets à comparaison égale au kilomètre, le Air Algérie et le Ferry, je ne sais pas comment elle s'appelle, sont les prix les plus chers au monde. Pourtant, vous allez voir dans quelles conditions. Encore que la plupart du temps, les bateaux reviennent vides et les avions reviennent vides en Algérie, alors que dans les agences en France, les gens se battent pour essayer d'avoir un billet. Regardez. On a aperçu d'une bouchette مع Algérie Ferry. كما على بالكم باللي البي باش ندوه ديجا بالبريق الناشف. Et en plus, voilà, la qualité du service qui ne correspond même pas au prix de billet. كما راكم تشوفوا دوكا هذا غير لافابو كيفاش داير وهذه une couchette. Un couple avec 3 enfants, une fille asthmatique. Déjà l'odeur, ça s'annonce déjà d'entrer la couleur des choses. Il y a des moucherons هنايا. Voilà, des moucherons partout. Franchement, انا كنت كما قلت تسمع هم الناس نسى همك. Crotte de souris. Voilà. هذه باش نقولوا بلي نكتبوا on est le 13 juillet 2022 sur la traversée de Marseille-Oran. Bonjour, je suis à bord du Tassili 2. Ce message est pour le ministre du Tourisme et ainsi que le ministre des Transports. Voilà, je suis en cabine. Voilà, 6052. Alors, 48, 40 A. Voilà, ça passe au vert, mais ça s'ouvre pas. D'après le steward, il faut forcer la porte. Alors, je refais 48, 40 A. Ça passe au vert. Je dois renforcer. Après le steward, قال لي كاع البيبان هكذا. Il faut. Alors, voilà, ما نحكي لكم على l'état de la porte, comment il est. Bref, ça, c'est coincé. Du coup, je vous montre. Je vous l'aurais essoufflé. Alors, l'état de la moquette. Poubelle, laquelle c'est juste un sac attribué. Le téléviseur, voilà, à l'ancienne. Et aucune commande, il n'y a pas de télécommande aussi, ni pour ajuster le volume, ni pour la chaîne, ni pour rien du tout. Voilà. Alors, je ne vous parle pas, avant d'entamer ce sujet, je ne vais pas vous parler du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner catastrophique. Adel Jabbar. Adel Jabbar, la situation, on se demande pourquoi les Algériens vont en Tunisie. Vous savez très bien, le tourisme interne, comme on dit, l'état des routes, l'état des plages, des égouts qui se déversent sur le bord même, les pénuries d'eau, des chambres d'hôtel insalubres, très chères, des restaurants qui n'ont aucune norme et qui pratiquent des prix absolument faramineux. Et je passe sur tout le reste, ce qui dissuade les Algériens d'y aller. Et quand ils y vont, dans les plages, c'est la mafia des parkingers, la mafia des plagistes qui louent des parasols. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ton parasol, il vous dit, etc. Adel Jabbar, c'est quoi cette histoire?
Pourquoi le tourisme est aussi mal... pourquoi c'est devenu un enfer? Je ne veux pas rajouter encore à cette noirceur, à cette tristesse que vous décrivez si bien dans votre édito, et puis avec les témoignages de ces Algériens qui sont offusqués par ce qu'on l'offre comme service pour faire du tourisme. Moi, je vais faire peut-être détendre un peu l'atmosphère et faire sourire nos frères qui sont stressés en Algérie. Ils se racontent qu'un jour, un Algérien voulait partir en voyage et il avait dit à sa femme حب نروح البلاصه اللي jamais de la vie رحت لها. قالت له وين؟ قال لها بعيد واحد ما قالت له عودي ما عندك ما تبعد روح للكوزينه jamais mis les pieds dans la cuisine. Voilà, c'est tout. Et donc, pour parler du tourisme, il est à l'instar de tous les autres secteurs. C'est un pays qui a été ravagé par la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, la prédation, le je m'en foutisme. José Lyon, comme je l'ai dit dans un de mes posts, elle fait rentrer 100, 200, 300 fois moins d'argent que l'île d'Alcatraz, la prison au large de San Francisco, qui fait rentrer 300 millions de dollars, qui reçoit 1,5 million de visiteurs par année, alors que la plus grande prison à ciel ouvert qui est devenue l'Algérie, qui a 2 385 000 km², elle a reçu, selon les statistiques que j'ai épluchées ce matin, 2000 touristes en 2018, 2019, 20, 21, je n'en parle pas à cause de la pandémie, et il semblerait que le maximum qui a été reçu comme touriste pendant ces 20 dernières années ne dépasse pas 3000 étrangers. Non, mais Adel Jabbar, pardon, précision. Ils reçoivent entre 1 et 2,5 millions de touristes par an. Et sauf qu'il faut préciser que ces touristes, en fait, c'est la diaspora algérienne qui rentre dans son pays et qui est comptabilisée comme touriste. Et même ces touristes, entre guillemets, maintenant, ils font tout pour qu'ils ne rentrent plus. Je sais, c'est ce que je voulais continuer. Il y a 1,5 million de touristes qui sont en réalité des Algériens qui retournent chez eux. Dans ce 1,5 million, même les exilés syriens sont comptés comme des touristes. Je ne parle pas des ouvriers chinois, polonais, etc., qui viennent travailler en Algérie. Mais sinon, sur le plan des touristes réellement qui viennent avec des visas, le nombre n'a pas dépassé 2000 personnes en 2000. Le problème qui se pose, c'est que le tourisme, il ne commence pas à Alger, il commence dans les consulats. Les consulats, c'est l'esprit de la caserne. Quand il y a un touriste, un Canadien ou un Américain qui vient demander un visa au consulat algérien, il subit un interrogatoire digne des interrogatoires qu'on fait subir à nos otages politiques à Anta. Donc, pour demander un visa, ça prend 2, 3, 4 semaines. On épluche le dossier, la demande, on envoie à Alger, on attend qu'Alger dise oui ou non, etc. Donc, c'est là que ça commence. Ensuite, il y a des problèmes de vol. Il n'y a pas beaucoup de vols en Algérie. L'Algérie, c'est l'un des pays les plus, isolés de la planète. Vous n'avez pas un trafic aérien digne de ce nom. L'aéroport d'Alger reçoit 7 à 8 millions de passagers par année, alors que celui d'Atlanta, 104 millions, celui de Delhi, 40 millions, celui de Dubaï, 70 millions. Ce n'est pas fini. Il y a des problèmes de prix, il n'y a pas de low cost. L'Algérie n'est pas un hub par lequel transiteraient tous les Africains qui rentrent des Amériques ou qui rentrent de l'Europe pour aller vers leur pays. Il n'y a pas d'offre touristique, il n'y a pas d'offre culturelle, il n'y a pas d'offre de loisirs, il n'y a même pas un cinéma digne de ce nom en Algérie ou un théâtre digne de ce nom en Algérie. Il n'y a même pas un bureau de change officiel. Donc les touristes qui viennent ne sont pas bêtes. Ils savent qu'il y a 2 taux de change, le dinar à 18 000, à 180, le dollar à 180 dinars et le dollar à 120 ou 130 ou 140 dinars. Donc qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont aller là où ils vont pomper le plus d'argent. Le transport intérieur est chaotique et les gens ont peur de prendre des taxis. Non seulement les taxis sont déglingués, ils ne sont pas identifiés, c'est très dangereux, et puis vous êtes tout de suite arnaqués parce que les compteurs ne marchent pas. Les compteurs qui indiquent les prix ne marchent pas, comme ici à Montréal. Montréal reçoit chaque année 4 millions de touristes. Tout est transparent, tout est clair. Il n'y a pas un ministre du tourisme qui vient leur dire faites ceci ou faites cela.
il y a des agences, il y a des professionnels du tourisme dans ces métiers. C'est les restaurateurs, c'est les hébergeurs, c'est les hôteliers, c'est les transporteurs, c'est les gens qui font des offres de loisirs, qui organisent des événements, etc. Donc il y a tout ce package qui n'existe pas en Algérie. Joseph, vous savez, géographiquement, c'est le cœur du monde. Elle est à équidistance entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. On a transformé ce paradis-là en enfer. Pourquoi? Parce que c'est la mentalité de la caserne. Le consulat, vous êtes cuisiné, si vous êtes à l'étranger, vous êtes cuisiné par le caporal de DRS. Mais Adel Jabbar, qu'est-ce qui fait... Donc ça commence ici, à l'étranger. Maintenant, quand les étrangers viennent en Algérie, moi je voudrais peut-être rectifier quelque chose qu'avait dit Ibrahim pour parler d'agression. Les agressions sont minimes. Les Algériens sont extrêmement hospitaliers vis-à-vis des étrangers et on a eu des témoignages de gens qui ont dit qu'ils étaient épatés par la gentillesse des Algériens. On leur offrait à manger, on leur offre à coucher chez eux, on les promène, on les garde, on les protège, etc. Il y a effectivement des petits coins où la délinquance est développée, mais c'est un peu rare que les gens se fassent agresser. On n'a pas eu des feedbacks d'informations à ce sujet-là. Mais quoi, c'est du Adel Jabbar? Oui. Tout à l'heure, un ami qui est rentré hier de Constantine m'a dit qu'il a été interpellé par la police juste parce qu'il avait une carte de crédit. Ils lui ont fait tout un interrogatoire. L'autre problème qu'il a rencontré en sortant de l'aéroport, plutôt en y entrant, il a vu des taxis refuser de prendre des passagers parce qu'ils avaient des valises. C'est quoi cette façon d'être? Pourquoi sommes-nous devenus comme ça? Est-ce que ce régime a déteint sur nous puisque nous n'étions pas comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, à travers le tourisme, en fait, qui n'est qu'une facette de ce qui se passe, pourquoi est-ce que tout s'est altéré? Et le régime, et nos mœurs, et notre façon d'être, et notre civisme, ou plutôt notre incivisme, et la saleté, et l'absence totale de l'État, et l'improvisation, et le bricolage, et le mensonge, et la tricherie, et la falsification, et l'escroquerie. Qu'est-ce qui se passe, Adel Jabbar? Bon, il se passe une chose, c'est que ces gens-là ont été, comment dirais-je, intoxiqués cérébralement, on a déstructuré leur cerveau, on les a appauvris, on les a mis dans des coins où il ne ferait pas bon d'élever des animaux, ils les ont paupérisés, ils les ont appauvris, ils les ont expulsés de la vie sociale, économique et politique du pays. Donc les Algériens sont devenus de simples habitants qui n'ont absolument aucun, leur seul intérêt, c'est de vouloir partir. Je voyais les statistiques, 2018, 5,6 millions d'Algériens qui sont sortis de l'Algérie. De l'autre côté, il y a eu quelques milliers ou centaines de milliers d'Algériens qui sont venus parce que toi, Choumadine, c'est tout. Sinon, ils ne viendraient pas. Moi, j'ai plein de copains ici qui me disent Cuba. Cuba, ça coûte 10 fois moins cher que d'aller en Algérie, avec des qualités de service extraordinaires, des hôtels 5 étoiles, des plages dignes de ce nom. Pourtant, c'est une île qui est sous embargo depuis 1958, ça commence à se desserrer un petit peu. C'est un régime communiste, mais c'est un pays qui est géré. Quand vous avez des mairies qui ne s'occupent pas de la gestion des plages d'Algérie, moi j'ai vu la Madrague, d'ailleurs je vais vous montrer quelque chose, vous allez être nostalgique. Oui. C'est un livre qui a été écrit dans les années 60, la fameuse baie d'Alger. Et on parle beaucoup de la Madrague, c'est pour ça que je l'ai acheté. Elle a coûté ce qu'on en fasse de la Madrague. Quand je prenais mes enfants dans les années 84-85, on déroule la petite plage, l'égout, l'égout, et puis ça n'offusquait personne. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de gouvernance d'abord, donc il n'y a pas d'État, il n'y a pas de société civile, elle n'existe pas. Il y a un peuple divers et diversifié à travers ces communautés, mais Debrek Moula, on s'en fout royalement, c'est sauf qui peut. D'ailleurs, la meilleure preuve aujourd'hui, c'est dès qu'on a lancé l'ouverture des frontières est de la Tunisie, il y a eu une profusion de véhicules et de gens qui sortent
parce qu'ils sentent qu'ils sont dans une prison. Ils veulent aller souffler un petit peu. Et restez avec Si la nous. frontière du Maroc s'ouvre, je suis sûr et certain qu'il y aura 400 millions d'Algériens qui iront passer les vacances au Maroc. Ils ne resteront pas en Algérie. Ce pays a été transformé en goulag et en enfer parce que c'est la mentalité de la caserne qui prévaut. Tous les secteurs sont brûlés. Il n'y a aucun secteur qui est resté debout. Et restez avec nous, Adel Jabbar, Brahim Younsi. Je vais vous faire voir et à nos téléspectateurs une image de la diaspora des Algériens qui veulent, comme chaque été, rentrer chez eux, aller voir leur famille, et qui chaque année, pour eux, c'est la croix et la bannière. C'est impossible d'avoir un billet. Ils se font tabasser par la police française parce que Air Algérie n'est pas capable d'organiser les choses ou tout simplement de vendre ses billets par Internet. Impossible. Alors, regardez cette scène. Il y a même eu des enfumages de bombes lacrymogènes. Regardez. Brahim Younsi, commentaire sur cette situation. Après, j'ai une vraie question pour vous, enfin, même si celle-ci est aussi une vraie question. C'est lamentable, c'est lamentable. Et nous savons depuis déjà des décennies, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on voit ça, que nous voyons cela, la capacité du pouvoir à créer des nuisances. Et d'autre part, c'est un pouvoir qui a toujours créé de la pénurie. Donc il y avait pénurie de semoule, pénurie de pommes de terre, pénurie d'oignons, pénurie de poivre, etc. Aujourd'hui, il y a une pénurie de billets d'avion et de billets de bateau pour que les Algériens installés à l'étranger puissent se rendre chez eux et participer pendant quelques semaines à la consommation intérieure. Le pouvoir établi à Alger, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on les mette dans la case touriste ou pas, ce sont 1 million, 1,5 million, peut-être 2 millions d'Algériens qui rentrent pendant la période estivale en Algérie. Et cela, c'est depuis l'indépendance de l'Algérie que les Algériens installés à l'étranger rentrent pendant la période estivale. Rien, strictement rien, n'est prévu pour les accueillir, ni sur le plan des transports, ni sur le plan de l'accueil quand ils arrivent en Algérie, parce qu'ils demandent aussi du bien-être. Ni les hôtels, on l'a vu tout à l'heure avec vous, pour ceux qui rentrent en Algérie et vont à l'hôtel plutôt que d'aller chez leurs parents, et puis des gens qui mangent à l'extérieur, qui mangent dans les restaurants, qui vont dans les espaces où les côtes algériennes, les festivals qu'il pourrait y avoir, parce que les étrangers qui viendraient dans n'importe quel lieu, ou qui viennent dans n'importe quel lieu pour le tourisme, il y a une question, il faut le dire, que les Algériens ne rentrent pas en Algérie pour l'exotisme, mais les étrangers viennent aussi pour, entre guillemets, l'exotisme. C'est aussi des voyages, j'allais presque dire, ethnographiques. C'est dire que chacun veut trouver dans la destination qui est la sienne un peu de changement. Voilà. Et les Algériens qui viennent installés à l'étranger, qui viennent chez eux, veulent absolument trouver des espaces propres, parce qu'ils vivent aussi, il faut le dire, dans des espaces propres, trouver un accueil chaleureux, et pour dépenser aussi de l'argent. Parce que cet argent, ils le changent, cela apporte aussi des devises, comme l'on dit, au trésor public,
Et puis, ils dépensent et ils augmentent la production intérieure, ne serait-ce qu'ils participent au développement de l'économie. Cela est clair et cela depuis longtemps. Or, on les empêche dès le départ de rentrer chez eux. C'est quand même aberrant, Alors, et incompréhensible et condamnable. Brahim Younsi, j'ai une question que tout le monde se pose, qu'il serait utile peut-être d'étudier, de faire étudier par des sociologues, par des psychologues, j'allais dire peut-être par des psychiatres. Vous savez, l'Algérie se distingue par deux phénomènes. D'abord, la harga. Elle se distingue par la harga. Pourquoi? Il y a d'autres pays qui pratiquent la harga. Mais ça ne devrait pas être le cas de l'Algérie. C'est un pays qui dispose de tout. Normalement, il devrait y avoir de la harga de l'Europe vers l'Algérie. Or, la quasi-totalité de la jeunesse habbat harg. Il y a d'abord ce phénomène qui est très étonnant. On ne comprend pas qu'un pays aussi riche, aussi bien doté, puisse voir toute sa jeunesse ne rêver que de partir, quitte à se suicider en haute mer. Le deuxième phénomène est celui des baraudages. C'est un phénomène qui n'existe même pas dans les favelas brésiliennes. Tous les Algériens s'enferment chez eux. Ils vivent en prison familiale. Au 15e étage, il y a des baraudages à toutes les fenêtres. Et à la porte d'entrée. Pourquoi le harga et pourquoi le baraudage, Brahim Younsi? Parce que sur le baraudage, j'ai été moi-même très surpris. À l'époque, quand je vivais en Algérie, les portes étaient ouvertes. On ne fermait pas les portes. On allait à l'intérieur, et je le faisais très souvent. On dormait dehors. Il n'y avait pas d'agression, de vol. On vivait, il faut le dire, dans une sécurité quasi totale. Et cela, je l'ai expérimenté. J'ai dormi très souvent dehors, en partant vers Constantine, ou vers le sud, ou vers l'ouest, etc., etc. Où j'ai dormi dehors, avec des amis. Et certains venaient d'ailleurs de France. Et nous dormions dehors. Et nous étions en pleine sécurité. Et puis, dans les périodes de chaleur, de canicule, etc., les portes étaient ouvertes, les fenêtres étaient ouvertes et personne ne venait vous agresser chez vous. Et il est vrai que notre pays a vécu, il faut le dire, une décennie de violence atroce, où les gens se sont barricadés. Quand je suis rentré en 1989, j'ai vu des portes blindées, j'ai vu des portes en fer. C'était impensable. Mais il est vrai que la décennie ou la quasi-décennie de violence a fait que les gens se barricadent et mettent des barreaux Brahim partout. Younsi, je suis désolé de vous contredire sur ce point, mais le baraudage et les blindages des portes existaient bien avant la décennie rouge, bien avant les années 90. Ça a commencé, moi je me rappelle très très bien, ça avait commencé vers la moitié des années 70. 76, 77. Moi, dans les années 70, moi j'étais déjà parti, mais sincèrement, ce que moi j'ai vécu, je n'ai jamais vu, c'est rare, à part bien sûr des maisons individuelles, etc., où il y avait des portails en fer, mais je parle des appartements. J'avais visité le jour où je pouvais sortir un vendredi, j'ai visité des gens et des amis. Quand j'ai vu que leurs portes, ils avaient des portes en bois et quelquefois des belles portes, etc., et qui avaient mis à la place des portes blindées, j'étais très, très surpris. Des gens qui avaient. Mais à quoi cela peut être dû, Brahim Younsi? À quoi cela peut être dû? Est-ce que les gens veulent s'enfermer, vivre s'enfermer chez eux en famille, ou alors est-ce que c'est à cause de l'insécurité? Est-ce que c'est un effet de mode, un effet moutonnier? C'est dû à quoi? Je crois que sincèrement, bien sûr, je n'ai pas étudié la question, mais j'ai plus que le sentiment qu'il s'agit de l'insécurité, que la violence dans notre pays, il faut le dire,
c'est généralisé. Les gens ne se sentent pas en sécurité, il faut le dire. Je ne crois pas que ça soit, comme vous dites, une mode. Les gens ont peur. Les gens avaient peur et ont continué à avoir peur. En tout cas, moi, c'est les échos que j'ai et les gens que j'ai visités et qui m'en ont parlé de leur peur. De leur peur de gens qui pourraient venir voler, tuer, etc. Ce sentiment-là, c'est vrai qu'il est nouveau. Bon, pour moi, il date des années 90, parce qu'auparavant, on ne me parlait pas de ce phénomène de bouclage, de baroudage, de chacun s'enferme chez lui et se blinde. Cela n'existait pas à l'époque où je vivais Très encore en bien. Algérie, sincèrement. Adel Jabbar, sur la même question, c'est quoi ce baroudage à côté de ce phénomène de harraga? D'un côté, les jeunes qui se sauvent de leur pays, qui s'arrachent à leur pays en Algérie. C'est pas au fin fond de l'Afrique, dans un pays très pauvre. Non, en Algérie, un pays méditerranéen très beau, plus grand pays d'Afrique, très riche. Euh, Pourquoi les gens s'arrachent-ils pour se jeter à la mer? Vous avez vu ces chaînes consulat de France de tous ces étudiants qui, au prétexte d'aller finir leurs études à l'étranger, c'était des milliers ou des dizaines de milliers, je ne me rappelle plus. À côté, il y a ce phénomène du baroudage où tous les Algériens s'enferment chez eux, se bardent de fer et blindent leurs portes. Qu'est-ce que ces deux phénomènes, selon vous, quelles en sont les motivations profondes? Les motivations profondes, moi je pense que dans ton rétroviseur, tu es en train de voir l'Algérie des années 70, conviviale, fraternelle, unie, solidaire, amicale, etc. Il s'est produit un véritable séisme du point de vue de la gestion urbaine de nos villes. Bakary, qu'on a sur des quartiers, tout le monde se connaissait, on connaissait les pichis, on connaissait les bourgs, les Ikhdem, les Merkouch, etc. Et puis ce pouvoir-là a décidé de généraliser une politique de l'habitat, même pas de l'habitat, du logement. Donc il construit d'affreux immeubles selon le procédé Vareco, donc c'est tunnel, puis etc. Ben, ils construisent des immeubles sur 5-6 étages, ils construisent 500 immeubles dans une cité. D'ailleurs, le paradoxe en Algérie, c'est qu'il n'y a jamais une cité qui porte le nom d'un shahid ou d'un jardin, d'une tulipe ou d'une fleur. C'est toujours cité 527, cité 7483, etc., etc. Donc les gens ne se connaissent pas. Ils habitent ensemble, mais ils ne se connaissent pas. On ne socialise pas. Il n'y a pas un centre qui regroupe les Algériens, en Kabylie, les villages. Les gens se rencontrent, la convivialité, ils prennent un café, un thé, ils s'échangent des choses entre eux. Les Algériens ont été mis en cage expressément par le pouvoir. Donc il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est la sécurité. Les portes, vous donnez un coup de pied dans une porte, elle s'arrache. À partir des années 75, comme vous le disiez si bien, les portes sont devenues blindées. Et vous remarquez une chose, c'est que la politique de l'habitat veut qu'on construise de la manière la plus cheap possible. Il n'y avait pas Dans la maison que vous habitiez, que j'habitais chez mon père, il y avait des persiennes. À l'époque, on fermait les persiennes, on dormait, ça nous protégeait. On ferme les persiennes, on laisse les portes ouvertes en été, et puis on était aéré. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas de persiennes dans les bâtiments. Donc l'accès aux bâtiments est très simple. J'en finis avec ça, mais je pense que ça nécessite une profonde étude sociologique. Les sociologues pourront dire c'est quoi cette mutation génétique qui s'est opérée dans la tête des Algériens. Les Algériens ont cessé d'être des urbains, ils sont devenus des rurbains. Ils ont ramené des traditions. Malheureusement pour nous, le pouvoir étant ce qu'il est, c'est un pouvoir oppressif, inculte, sauvage, qui ne s'occupe pas des choses intelligentes, mais il s'occupe uniquement de la maltraitance et de la cruauté vis-à-vis des Algériens. Sur cette parenthèse, vous êtes je vis au Canada, je peux rentrer demain en Algérie si je n'ai pas de problème. Le premier flic qui me prend, à mon âge, il peut me tabasser. Mais je ne peux pas lui dire je suis touriste algérien venant du Canada. Pour revenir à cette histoire de Harga,
La malvie s'est installée dans ce pays. أنا قلت للجزائريين قلت لهم تخافوا من الجنرالات اللي يخربوا في البلاد نتاعكم في المستقبل تاع اولادكم وما خفتوش على المستقبل تاع اولادكم ومن بعد كي يروحوا للبحر يموتوا ولا كي يديهم الحباسات. Moi, je vous demande de ne pas les pleurer parce que vous les avez abandonnés aux mains de leurs tortionnaires, aux mains de leurs tyrans. Donc, l'appel que je sonne, que je dis, que je crie, c'est de dire aux jeunes Algériens, ne vous sauvez pas de toutes les manières. Ailleurs, ce n'est pas l'Eldorado, c'est l'enfer qui vous attend en Espagne, en Italie ou en Europe. L'Europe est une citadelle qui est définitivement fermée à l'immigration clandestine. Et quand vous venez en Espagne, vous allez tout de suite dans des centres de rétention, vous êtes fichés, et puis vous allez passer une vie des plus désastreuses, sauf pour quelques-uns qui auront la chance de se marier et de faire leurs papiers. Les jeunes Algériens devront rester chez eux. Ils devront affronter leur seul adversaire et ennemi, qu'est cette dictature militaire. On voit des vieillards, 90 سنة مازال شاد الحكم ويجي يحكي avec un jeune qui est dans le 3.0, il vient lui parler de l'Algérie, de Boumediene qui va revenir. On a revisité l'histoire de toute cette oligarchie militaire avec sa clientèle servile et civile, et on voit qu'ils n'ont pas été propres dans leur combat contre la colonisation. Moi, je vous dis une chose, et c'est le fond de ma pensée, je le dis devant tous les Algériens. الجزائر والشعب هذا ولا جينيراسيون هذه تتهنى ديفينيتيفمون وتولي تبني بلادها نهار نعودوا ما نهضروش على الثوره تاع 54 ونهار يتنحاو هذو كامل بهم بالعسكر تاعهم باسكو ils ne nous ont ramené que de la haine, que des règlements de compte, que des tueries, que des assassinats, que des trahisons, que des coups de poignard et de jarnac dans le dos, et ça continue. عام 40 جنرال تاعهم في الحبس. علاش دخلوا للحبس؟ باسكو كانوا هازين الصبحه ويصليو. اليوم ينعتوا لي ناصر الجن un criminel notoire, un criminel contre l'humanité, dont la place est au tribunal pénal international, لابس النضوره ويصلي وun autre criminel qui lui accroche. Les Algériens ne sont pas en confiance. La première des choses à rétablir en Algérie, c'est la confiance. Mais ce n'est pas avec ce régime militaire-là qu'on le fera. Le jour où on se débarrassera définitivement de ce régime militaire, on pourra construire une Algérie nouvelle, prospère, heureuse, développée. Et je vous assure que l'Algérie ne manque de rien. Wallah, 20 ans, le Jazair Touli parmi les G20, parce que c'est un problème de gouvernance. Par exemple, l'industrie. Qu'est-ce qui empêcherait de faire de toute la façade maritime algérienne une zone offshore, comme c'est le cas de la boîte d'allumettes qui est Dubaï. Et toutes les entreprises étrangères viennent s'installer, et toutes les entreprises étrangères feront de l'export à 70% de leur production et vendront les 30%. Ils ne voudront pas, parce que la corruption est la mamelle de ce régime. C'est son attraque, c'est l'armée et c'est la corruption. Tant et aussi longtemps que ce régime corrompu persiste, on ne sortira pas de l'enfer dans lequel ils nous ont volontairement mis. Aujourd'hui, ils nous traitent de traîtres, de main de l'étranger, d'antinationaux. احنا جايين من عائلات نتاع الثوريين نتاع الصح اللي ماتوا ماليهم وخوتهم في الجبل. احنا ما عندناش حركه وماناش حركه وما نكونوش حركه ضد الجزائر. احنا رانا هنا باش نحميو الجزائر. اذا كان رانا نتكلموا بالالم هذا كله سي باسكو خايفين على بلادنا وبلادنا تغيظنا وبني عمنا يغيظونا كي يشوفوهم في الحاله هذه. دي جون انا والله العظيم je parlais à des gens avant-hier, on me disait qu'ils souffraient les martyrs à cause de la chaleur. Et ils n'ont même pas de quoi se payer un ventilateur à 3, 4, 5 milliards, je ne sais pas combien. Et je vous remercie d'en parler, Adel Jabbar. De pleurs, de douleurs que je lance. Je vous remercie d'en parler parce que les gens du Sahara, justement, dont personne ne parle, que tout le monde oublie, alors que sous leurs pieds se trouvent les richesses qui font vivre tout le pays depuis 62, les gens du Sahara haïchent l'enfer. Et il se trouve que la plupart d'entre eux n'ont ni climatiseur, ni voiture climatisée, ni même travail honorable, ni même de quoi vivre honorablement. Ils sont oubliés de tous et ils souffrent en silence, malheureusement. Dernier tour de micro, Brahim Younsi, un phénomène, notre phénomène, qui peut relever du tourisme, si on veut. En fait, il relève de l'âme même, roh, de l'âme même
du peuple algérien et qui a été laborieusement assassiné, c'est le patrimoine urbanistique algérien antique. Al-Qasba, Al-Soueka, Qsantena, le vieux Tlemcen, le Mzab, le Touet, et même le patrimoine préhistorique du Tassili, et j'en passe, un véritable assassinat. Il n'y a plus d'artisanat en Algérie, ils l'ont tué. Il n'y a plus de patrimoine, le Qasba met, riboha. Alors que vous allez au Maroc ou en Tunisie, vous observez les vieux quartiers antiques, comment ils les restaurent, combien ils s'en occupent. Dans un écrin à bijoux, ils s'en occupent. Alors que chez nous, ce n'est plus malheureusement que ruines, alors qu'ils sont la mémoire même du pays. Et pour cause, rappelez-vous la bataille d'Alger, la Kasbah qui était ce qui étaient les Aurès, la Kabylie et les régions où il y avait de la résistance montagnarde. Kasbah était la montagne d'Alger. Brahim Younsi sur cette dévastation du patrimoine. Malheureusement, vous n'aurez que 3 minutes. Et Adel Jabbar aussi. Juste sur les haragas, parce que je n'en avais pas parlé. La question du haraga était infiniment significative du système algérien, parce que cette question est à la fois politique et sociale. Parce que les jeunes posent des questions politiques auxquelles le pouvoir refuse de répondre. Et puis, c'est une question sociale, parce que c'est beaucoup de jeunes qui sortent même des universités, qui ne trouvent pas de travail et qui vont vers le large. Pour le reste, vous savez, je ne sais pas si vous avez lu ce travail, enfin cet article, un long article de Le Corbusier. Le Corbusier, quand il est arrivé à Alger, il a vu les constructions néo-mauresques, il en avait parlé, ça l'a dégoûté, ça l'avait dégoûté, et quand il a travaillé sur la Kasbah, il a fait, sur le plan à la fois architectural, sur la complexité architecturale, il était émerveillé. Il en avait fait une description que je ne pourrais pas, parce qu'il y a longtemps que j'ai lu ce travail, et que je ne pourrais pas vous rendre ce soir. Il est vrai que toutes les belles choses, toute la beauté, et je reviens à Monterland. Monterland était émerveillé, n'était pas émerveillé par les immeubles haussmanniens d'Alger. Il a été émerveillé aussi par ce qu'ils appelaient la ville arabe, par la Kasbah. C'est dire que le paradis, et puis bon, la Kasbah, nous avions quelque face que Charles Quint n'est pas arrivé à détruire, à pénétrer la Kasbah. Maharoussa. C'est dire que Alger, la Kasbah d'Alger, c'était le joyau, un joyau de l'architecture, de la construction urbaine. Les autres villes également, quand on voit certains sites historiques, que ce soit dans le sud ou dans le nord de l'Algérie, à l'est ou à l'ouest, la dernière fois, à l'occasion des Jeux méditerranéens, on a vu le vieux Oran, les belles bâtisses, les belles rues d'Oran, dévastées. On aurait cru que... Et je me permets de vous interrompre. Un volcan est arrivé pour souffler tout ça. Je me permets de vous interrompre, c'est dommage. Adel Jabbar, en moins de 2 minutes, hein, il n'y a vraiment plus de temps. Je suis désolé, Adel Jabbar. On va faire de la synthèse. Non, sauf, le problème qui se pose, c'est que nous avons une oligarchie qui gouverne, elle est dans le virtuel. Pour eux, l'Algérie se limite au kibbutz de Clèves des Pins, à Moretti, à Zeralda, où tout est gratuit. Ils sont sous surveillance, eux, ils ont leurs gendarmes. Mais quand les Algériens mettent des portes en fer ou des baraudages, on leur dit, vous êtes en train d'installer la laideur. Le jour où les Algériens auront la sécurité, auront l'aisance, auront le confort d'être considérés comme des humains, je vous dis, ici au Canada, l'animal, il a beaucoup plus de considération
qu'un être humain en Algérie, il est interdit de frapper un chien au Canada. En Algérie, c'est la maltraitance tous azimuts contre les humains. Donc les droits humains sont moins importants que les droits des animaux ici au Canada. Je vous raconte quelque chose que moi j'ai vécu en 71 en Algérie. J'avais un ami qui travaillait avec Bouhara à l'époque, et à l'époque, un prince des Émirats était venu à Alger, il a été logé à Norassi. Le lendemain matin, il est parti le chercher, la vitre de son balcon, il a vu Alger, il est tombé tard. Donc la question existentielle est là. Moi, j'avais parlé à un ex-premier ministre actuellement en prison sur une ville comme Constantine, avec $1 milliard d'investissement. Elle va générer 10 milliards chaque année parce qu'elle deviendra la Florence du Sud. Merci. Or, voilà. Merci Adel Jabbar. Brahim Younsi, vous vouliez dire quelque chose, mais en 5 secondes. Brahim Younsi? Brahim Younsi? Oui. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais juste dire, je suis désolé à Adel Jabbar de lui avoir pris une minute. Merci beaucoup Brahim Younsi, merci beaucoup Adel Jabbar, c'est un plaisir de vous avoir. Brahim Younsi, vous n'avez pas eu votre cher ami et votre alter ego Idir Nouren ni Karim Naïtou Slimane, mais vous avez eu Adel Jabbar, Belfoum Moulmla. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Pardon pour l'incident de tout à l'heure. Bqa ala khair, bislama.